insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Vous êtes de retour. Bienvenue. Je sens que la froideur des montagnes s'est dissipée et que votre esprit est prêt pour une autre forme de voyage. Nous ne courons plus. Ici, dans les jardins du temps suspendu, nous allons errer. Nous allons nous émerveiller. Nous ramasserons des pétales de lumière dans le jardin des étoiles tombées. Nous traverserons le pont entre les mondes en écoutant son bois ancien chuchoter. Nous déchiffrerons les secrets colorés de la vallée des murmures. Nous consulterons les livres qui s'écrivent eux-mêmes dans la bibliothèque de brume. Et enfin, nous nous confronterons à la géographie intime de son labyrinthe des choses perdues. Ce tome est une pause contemplative, un temps pour recueillir, non pour conquérir, un temps pour écouter, non pour avancer vite. Fermez les yeux. Laissez la lumière de ma lanterne être votre étoile. Et marchons, sans autre but que d'être présents. Chapitre 5. Les montagnes qui m'entouraient étaient d'une beauté à couper le souffle, mais d'une beauté mélancolique. Leurs pics déchiquetés semblaient raconter des histoires de chute et d'ascension interrompues. La lumière crépusculaire qui baignait le paysage donnait à tout une teinte dorée et triste à la fois. Je me relevai et commençai à suivre un sentier qui serpentait le long du lac. La végétation était étrange, des arbres aux branches tordues comme des membres souffrants, des fleurs aux pétales brisés mais délicatement reconstituées avec des fils de lumière, des rochers qui portaient des empreintes de mains à différentes hauteurs, comme si d'innombrables grimpeurs avaient tenté l'ascension. Au bout d'un moment, je rencontrai un vieil homme assis sur un rocher, taillant un morceau de bois. Il avait une barbe longue et blanche, et ses yeux brillaient d'une sagesse fatiguée. « Bienvenue dans les montagnes des rêves brisés », dit-il sans lever les yeux. « Je suis Aethel, le gardien des ascensions inachevées. Quel est ce lieu ?» demandai-je. « C'est là que viennent les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les ambitions abandonnées, les projets jamais menés à terme, les potentialités non actualisées. Chaque pic, chaque vallée, chaque caillou sur ce sentier représente un rêve qui a été brisé avant d'atteindre son sommet. » Il me montra du doigt les montagnes environnantes. « Vois-tu ce pic là-bas, avec la face sud escarpée ? C'était le rêve d'un écrivain qui voulait écrire le roman de sa vie, mais qui est mort avant de terminer le premier chapitre. Et cette vallée profonde, le rêve d'amour de deux êtres que les circonstances ont séparés. » Je regardais autour de moi avec une nouvelle compréhension. La mélancolie du lieu n'était pas due à la laideur, mais à la beauté inachevée. Tout était magnifique, mais d'une manière qui donnait l'impression d'être interrompu au plus beau moment. « Pour traverser ces montagnes, dit Ethel en terminant sa sculpture, c'était un oiseau aux ailes à moitié déployées, tu dois donner un de tes rêves brisés, quelque chose que tu as voulu accomplir mais que tu as abandonné en cours de route. » Je réfléchis. Après avoir abandonné la musique, j'avais eu d'autres rêves, d'autres ambitions que j'avais laissées tomber. Le voyage autour du monde que je n'avais jamais fait, le livre que je voulais écrire, la relation que je n'avais pas su préserver. « Je donne le rêve de fonder une famille, dis-je finalement. Quand j'étais plus jeune, je voulais des enfants, mais les relations échouaient les unes après les autres, et avec le temps, j'ai abandonné ce rêve. Maintenant, à 40 ans, je crois qu'il est trop tard. » Ethel hocha la tête, un geste lent et lourd de compassion. Un rêve commun, mais non moins douloureux à abandonner. Ici, il trouvera sa place parmi les autres. Il me conduisit à un atelier à flanc de montagne, rempli d'outils de sculpteurs et de matériaux divers, bois, pierre, argile, métal.
Choisis un matériau et donne une forme à ton rêve brisé. Pas ce qu'il aurait dû être, mais ce qu'il est devenu dans ton cœur. Je choisis l'argile. Je m'assis et commençai à modeler. Mes mains semblaient savoir ce qu'elles faisaient, comme si le souvenir du rêve guidait leurs mouvements. Je formais une maison, mais avec seulement 3 murs. Un arbre généalogique, avec des branches qui s'arrêtaient brusquement. Un berceau vide. Quand j'eus terminé, Ethel examina ma sculpture. Bien. Elle capture l'essence de l'inachevé. Maintenant, place-la dans la niche là-bas. Il désignait une paroi rocheuse où des centaines de niches abritaient des sculptures similaires, toutes des représentations de rêves brisés. Je plaçai ma création dans une niche vide. À peine l'eus-je fait que la sculpture se mit à briller d'une faible lumière intérieure. En échange, dit-elle, les montagnes t'offrent la capacité de voir le potentiel inachevé dans les choses et les personnes. Tu pourras percevoir non seulement ce qui est, mais ce qui aurait pu être, et ce qui pourrait encore être si on y mettait de l'énergie. Nous entreprîmes alors l'ascension. Ethel me guida à travers des sentiers périlleux, des ponts de cordes au-dessus de gouffres, des grottes qui traversaient la montagne de part en part. Partout, je voyais les traces des rêves brisés, des escaliers qui menaient nulle part, des jardins soigneusement entretenus mais vides de jardiniers, des bibliothèques avec des étagères à moitié remplies. « Comment les rêves viennent-ils ici ?» demandai-je, tandis que nous nous reposions sur un col entre 2 pics. « Ils viennent de plusieurs manières, » expliqua Ethel. « Parfois, quand une personne abandonne consciemment un rêve, un écho de ce rêve se matérialise ici. D'autres fois, c'est la mort qui brise un rêve avant son accomplissement. Et parfois, il soupira, parfois ce sont des rêves qui ont été volés, par la société, par les circonstances, par la malchance. Je pensais à tous les gens que je connaissais qui avaient dû abandonner leurs rêves pour des raisons pratiques, l'argent, les responsabilités familiales, la pression sociale. Est-ce qu'ils peuvent être récupérés, ces rêves ? Ethel me regarda intensément. C'est la question la plus importante que tu pourrais poser. Certains le peuvent, si la personne qui les a perdus retrouve le courage de les poursuivre. D'autres sont brisés au-delà de toute réparation. Mais même ceux-là ont de la valeur, car ils font partie de la tapisserie de l'expérience humaine. Nous atteignîmes finalement le sommet de la plus haute montagne. De là, je pouvais voir tous les royaumes que j'avais traversés. Au loin, la lueur violette du désert des échos oubliés, la masse sombre de la forêt qui respire, les tours grises de la cité des horloges silencieuses, l'étendue bleutée de l'océan des mémoires gelées. Et devant moi, de nouveaux paysages attendaient. « Voici ton passage », dit Aethel, en désignant un pont de pierre qui s'étirait depuis le sommet vers un nuage doré stationnaire. Le pont mène au jardin des étoiles tombées, mais avant de partir, je dois te donner un avertissement. Lequel ? Dans les royaumes que tu vas traverser, tu rencontreras d'autres voyageurs. Certains te voudront du bien, d'autres non. Certains seront piégés, d'autres seront devenus une partie du paysage. Sois prudent. Et souviens-toi, chaque royaume te transforme, mais tu gardes ton libre arbitre. Ne l'oublie jamais. Je le remerciai et m'engageai sur le pont. La pierre était ancienne, usée par des milliers de pas. À mi-chemin, je me retournai. Aethel était toujours au sommet, une silhouette sombre contre le ciel crépusculaire. Il leva la main en signe de revoir. Le pont menait directement dans le nuage doré. Quand j'y pénétrai, la sensation fut étrange, comme marcher dans de la brume solide. Puis le nuage se dissipa et je me trouvai dans un jardin extraordinaire. Le jardin des étoiles tombées.
des fleurs lumineuses poussaient partout, émettant une douce lumière qui éclairait le crépuscule permanent. Au-dessus, le ciel était constellé d'étoiles, mais certaines semblaient plus proches, comme suspendues juste au-dessus des arbres. En regardant de plus près, je vis que certaines de ces étoiles étaient en fait des fragments de lumière, prisonniers dans des fleurs en forme de coupe. Je sortis mon carnet et écrivis « Les rêves brisés ne sont pas des échecs. Ce sont des graines qui n'ont pas trouvé le bon sol, des chemins qu'on a choisi de ne pas prendre. En les reconnaissant, en les honorant, on leur donne une dignité. Et peut-être que certains peuvent encore germer, même après des années d'inactivité. » Chapitre 6. Le jardin des étoiles tombées était un lieu de beauté silencieuse et mélancolique. Sous un ciel perpétuellement crépusculaire, des milliers de fleurs lumineuses émettaient une lueur douce qui baignait le paysage dans des nuances d'or, d'argent et de bleu pâle. Les arbres, aux branches délicates comme de la dentelle, portaient à leurs extrémités des fruits qui semblaient être de petites constellations enfermées dans des sphères de verre. Mais ce qui captait véritablement l'attention, c'étaient les étoiles tombées. Elles reposaient partout, dans les coupes de fleurs géantes, suspendues à des fils de soie d'araignée argentée ou simplement posées sur le sol comme des galets lumineux. Chaque étoile était une sphère de lumière douce, pulsant lentement comme un cœur endormi. Je m'avançais avec précaution le long d'un sentier de mousse phosphorescente lorsqu'une voix douce me fit sursauter. « Elles sont belles, n'est-ce pas ? Mais chacune porte une tristesse. » Je me retournai. Une femme, ou ce qui en avait l'apparence, était assise sur un banc de pierre recouvert de lierre luminescent. Elle semblait faite de la même substance que les étoiles, translucide, brillante, avec des cheveux qui flottaient comme s'ils étaient immergés dans l'eau. Ses yeux étaient 2 étoiles tombées et son sourire était empreint d'une douce tristesse. « Je suis Stella, dit-elle, la gardienne du jardin. Et toi, tu es le voyageur. »« Comment le savez-vous toutes ?» demandai-je, épuisé de devoir toujours poser la même question. Les étoiles murmurent, elles parlent des allées et venues dans les royaumes nocturnes. Ta traversée fait déjà partie du folklore de ces lieux. Stella se leva et s'approcha d'une fleur en forme de coupe qui contenait une étoile bleu pâle. Chaque étoile ici représente un espoir déçu, une attente vaine, une promesse non tenue. Quand un être nourrit un espoir assez fort et que cet espoir meurt, une étoile tombe ici. Elle caressa doucement l'étoile qui brilla plus intensément sous son toucher. Certains appellent cela le cimetière des espérances, mais je préfère y voir un sanctuaire. Même les espoirs morts méritent d'être honorés. Je regardais autour de moi, réalisant soudain l'immensité du jardin. Des milliers, peut-être des millions d'étoiles reposaient ici. Le poids de toutes ces déceptions m'écrasa presque. « Pour traverser le jardin, continua Stella, tu dois donner un de tes espoirs déçus. Un espoir que tu as nourri longtemps, qui a guidé tes pas, mais qui finalement s'est éteint. » La demande était logique dans la sinistre logique de ces royaumes. Après les souvenirs, les rêves, maintenant les espoirs. Chaque lieu semblait réclamer un morceau différent de mon histoire personnelle. Je réfléchis longtemps, assis sur le banc de pierre, tandis que Stella parcourait les allées, vérifiant l'état de ses étoiles. Finalement, je choisis. « Je donne l'espoir de retrouver mon père, dis-je. Il nous a quittés quand j'avais 10 ans. Pendant des années, j'ai espéré qu'il reviendrait. J'ai imaginé des scénarios. Il avait perdu la mémoire. Il était parti chercher fortune. Il était prisonnier quelque part. À l'adolescence, je surveillais les visages dans la foule, espérant le reconnaître.
Cet espoir a persisté jusqu'à ce que je comprenne, vers 25 ans, qu'il ne reviendrait jamais. Mais même aujourd'hui, parfois, Ma voix se brisa. Stella s'approcha et posa une main froide mais réconfortante sur mon épaule. C'est un bel espoir à déposer ici. Il rejoindra les autres et perdra peu à peu son pouvoir de te blesser. Elle me conduisit au centre du jardin où un arbre extraordinaire s'élevait. Son tronc était d'argent, ses branches de cristal, et à leurs extrémités pendaient des fruits en forme d'étoiles. « L'arbre des adieux », murmura Stella. « Dépose ton espoir ici, formule-le clairement dans ton esprit, puis laisse-le monter vers les branches. » Je m'agenouillai au pied de l'arbre. Je fermai les yeux et revis tous les moments où j'avais espéré le retour de mon père, les anniversaires où je regardais la porte, les fêtes de fin d'année où je mettais un couvert supplémentaire, au cas où, les rêves où il revenait, expliquant son absence par une aventure extraordinaire. Une chaleur monta dans ma poitrine, puis une lueur dorée s'échappa de mes lèvres, prit la forme d'une petite étoile tremblotante et s'éleva vers l'arbre. Une branche de cristal s'abaissa et l'étoile vint se poser à son extrémité, se transformant en un fruit brillant. « En échange, dit Stella, le jardin t'offre la capacité de voir les espoirs des autres. Tu pourras percevoir ce que les êtres espèrent secrètement, même lorsqu'ils le nient. Cette vision te permettra de comprendre les motivations profondes, les désirs cachés, les attentes invisibles. » Nous nous mîmes en route à travers le jardin. Stella me montra des choses merveilleuses et tristes, des fontaines où coulaient des larmes solidifiées en perles de lumière, des allées bordées de statues représentant des moments d'attente, une femme regardant par une fenêtre, un marin scrutant l'horizon, un enfant tenant une lettre jamais arrivée. Tous ces espoirs étaient-ils vains ? Demandai-je. Pas nécessairement, répondit Stella. Certains espoirs étaient simplement mal placés, d'autres étaient réalistes mais contrariés par le destin, d'autres encore étaient partagés par deux personnes, mais à des moments différents de leur vie, comme des vagues qui ne se rencontrent jamais. Elle s'arrêta devant une section particulière du jardin, où les étoiles étaient d'un rouge profond. Ici reposent les espoirs liés à l'amour, les plus nombreux et souvent les plus douloureux. Je regardais ces étoiles rouges. Certaines brillaient encore intensément, d'autres s'étaient presque éteintes. Est-ce qu'elles meurent complètement un jour ? Non, elles se transforment. Avec le temps, la douleur aiguë devient une douleur sourde, puis une mélancolie, puis finalement une simple mémoire. Les étoiles changent de couleur en suivant ce processus. Regarde. Elle désigna une rangée d'étoiles qui passaient progressivement du rouge vif au rose, puis au mauve, puis au bleu pâle. Celles-là ont presque achevé leur transformation. Bientôt elles deviendront blanches, puis s'élèveront à nouveau dans le ciel, non plus comme des espoirs, mais comme des souvenirs apaisés. Elles retournent dans le ciel ? Stella hocha la tête. Le cycle doit continuer. Les espoirs ne doivent pas rester éternellement au sol. Une fois transformés, ils retrouvent leur place parmi les étoiles, où ils brillent d'une lumière différente, non plus l'ardent désir, mais la douce sagesse. Cette idée me réconforta étrangement. Même les espoirs déçus avaient une place dans l'univers, une fonction, un destin. « Comment quitter le jardin ?» demandai-je, après avoir marché longtemps. « Tu dois trouver l'espoir que tu as déposé, » répondit Stella. « Reconnais-le parmi les milliers d'autres et dis-lui adieu une dernière fois. L'endroit où il se trouve s'ouvrira pour toi. » La recherche fut difficile. L'arbre des adieux portait des milliers de fruits étoiles, tous semblables et pourtant tous uniques. Mais grâce à la nouvelle vision que le jardin m'avait offerte, je pouvais sentir une résonance avec mon propre espoir. Je parcourus les allées, les yeux fermés, me fiant à cette sensation de familiarité. Finalement, je le trouvai.
Il n'était plus sur l'arbre des adieux, mais avait été transplanté dans un parterre spécial, parmi d'autres espoirs liés à la famille. Mon étoile était maintenant d'une couleur dorée et elle pulsait d'un rythme régulier, apaisé. Elle a déjà commencé sa transformation, commenta Stella, qui m'avait suivi. Tu l'as déposée avec amour, sans amertume. Cela accélère le processus. Je m'agenouillai devant mon étoile. Je suis désolé que tu ne te sois pas réalisé, murmurai-je. Mais merci de m'avoir accompagné aussi longtemps. Maintenant, repose-toi. Je n'ai plus besoin de toi. L'étoile brilla plus intensément, puis s'éleva doucement du sol. Elle tourna autour de moi une fois, comme pour dire au revoir, puis se dirigea vers une arche de roses lumineuses qui marquait l'entrée d'une nouvelle section du jardin. « Suis-là », dit Stella. « Elle te montrera le chemin. » Je suivis mon étoile à travers l'arche de roses. Au-delà s'étendait un pont fait de brume solidifiée qui traversait un ravin d'où montaient des murmures indistincts. Mon étoile s'arrêta à l'entrée du pont, puis retourna vers le jardin, sa mission accomplie. Je me retournai une dernière fois, Stella me faisait un signe de la main, son corps translucide brillant faiblement dans le crépuscule. « Bon voyage, Léo », dit-elle, sa voix portée par un vent parfumé. « Souviens-toi, espérer n'est pas une faiblesse, même quand l'espoir est déçu. C'est une affirmation de notre capacité à imaginer un avenir différent. » Je hochai la tête, notais ces paroles dans mon carnet et m'engageai sur le pont de brume. À mi-chemin, le pont traversait un épais banc de brouillard. Quand j'en émergeais, le paysage avait changé. Je me trouvais maintenant sur une passerelle étroite qui reliait deux mondes flottant dans le vide étoilé. D'un côté, le jardin des étoiles tombées, de l'autre, une vallée profonde d'où montaient des chuchotements incessants. Le pont entre les mondes. Je m'arrêtai un instant, contemplant l'immensité de l'espace dans lequel ces royaumes flottaient. Ils n'étaient pas sur une planète, mais semblaient suspendus dans le néant, reliés par des ponts, des passerelles, des tunnels de lumière. Je sortis mon carnet et écrivis « Les espoirs déçus ne sont pas des erreurs. Ce sont des flèches tirées vers un avenir qui n'a pas voulu se produire. Mais chaque flèche apprend quelque chose à l'archer. Je commence à comprendre que ces royaumes ne sont pas des punitions, mais des écoles. Chaque don est une leçon, chaque perte une initiation. » Chapitre 7. Le pont entre les mondes. Le pont entre les mondes n'était pas un simple passage. C'était un lieu à part entière, une transition devenue territoire. Sous mes pieds, la passerelle de brume solidifiée vibrait légèrement, comme si elle résonnait au rythme des mondes qu'elle reliait. De chaque côté, l'abîme stellaire s'étendait à l'infini, parsemé de royaumes nocturnes qui flottaient comme des îles dans un océan noir. Certains de ces royaumes étaient reconnaissables. Je voyais au loin la lueur violette du désert, la masse sombre de la forêt, les tours grises de la cité. D'autres étaient nouveaux. Un archipel d'îles flottantes reliées par des ponts de lumière, une spirale géante qui tournait lentement sur elle-même, une pyramide inversée dont la pointe plongeait dans les ténèbres. Je marchais depuis un moment lorsqu'une voix me héla. « Hey, voyageur, attends !» Je me retournai. Un homme courait vers moi sur le pont. Il était vêtu de vêtements dépareillés, une veste de cuir usé, un pantalon militaire, des bottes de différentes couleurs. Dans ses mains, il tenait une lampe étrange dont la lumière changeait de couleur. « Je m'appelle Kael, » dit-il en s'arrêtant devant moi, essoufflé. « Je suis un passeur, je guide les voyageurs entre les mondes. »« Un passeur ? » ?»« Oui, tous ne voient pas les ponts aussi clairement que toi. Certains ont besoin d'aide pour naviguer entre les royaumes. » Il me dévisagea avec curiosité. « Mais toi, tu vois les chemins. Tu es un voyageur naturel, rare. » Kael s'assit au bord du pont, les pieds dans le vide, et me fit signe de le rejoindre. « D'où viens-tu ?»« Du jardin des étoiles tombées. »« Ah,
Il eut un hochement de tête entendu. Stella t'a pris un espoir, je suppose. Elle est douce mais inflexible. Tous les gardiens le sont. Tu connais tous les gardiens ? Je les ai tous rencontrés. Mon travail me fait passer d'un royaume à l'autre. Il alluma sa lampe qui émit une lumière bleue. Chaque gardien pense que son royaume est le plus important. Le désert croit que tout est mémoire. La forêt croit que tout est transformation. La cité croit que tout est temps. L'océan croit que tout est préservation. Les montagnes croient que tout est aspiration. Le jardin croit que tout est espoir. Mais la vérité, il fit tourner sa lampe dont la lumière devint violette. La vérité est que tout est connexion. Il désigna les mondes flottant autour de nous. Ces royaumes ne sont pas séparés. Ils sont les organes d'un même corps, le corps de la nuit. Et nous, les voyageurs, nous sommes comme le sang qui circule, transportant des expériences, des émotions, des fragments d'âme d'un lieu à l'autre. Cette vision m'impressionna. Et le pont, quel est son prix ? Kael éclata de rire. Le pont n'a pas de gardien fixe. Il est trop instable, trop changeant. Mais il a tout de même un prix. Pour traverser d'un monde à l'autre, tu dois laisser quelque chose sur le pont. Un objet, un mot, un souvenir de ton passage. Ces dons maintiennent le pont stable. Sans eux, il se dissoudrait dans le néant. Il me montra le pont lui-même. En regardant de plus près, je vis que la brume solidifiée était parsemée d'objets incrustés, un médaillon, un couteau, une lettre pliée, une mèche de cheveux, une pièce de monnaie. Chaque voyageur laisse quelque chose, expliqua Kael. Moi, j'ai laissé mon nom de naissance, je ne m'en souviens plus. Maintenant, je ne suis plus que Kael le passeur. Je réfléchis à ce que je pourrais laisser. Je n'avais pas beaucoup d'objets avec moi, seulement mon carnet, mon stylo, mes vêtements. Puis une idée me vint. Je pourrais laisser une page de mon carnet, proposai-je. Je fouillai dans mes poches. Je trouvai mon porte-clés, avec la clé de mon appartement, la clé de mon bureau et un petit porte-bonheur que ma sœur m'avait offert pour mes 20 ans, une petite tortue en jade. « Ça », dit Kael en désignant la tortue, « ça a de la valeur sentimentale, non ?» Je hochai la tête. Ma sœur et moi n'étions pas proches, mais ce cadeau avait été offert à un moment difficile de ma vie, quand j'avais perdu mon travail. Elle avait dit « Comme la tortue, avance lentement mais sûrement. » « Place-la sur le pont, » dit Kael, « et dis à voix haute ce qu'elle représente pour toi. » Je m'agenouillai et posai la petite tortue de jade sur la brume du pont. À mon contact, la brume devint solide, emprisonnant l'objet. « Cette tortue représente la patience, dis-je, la persévérance même quand tout va mal, la conviction que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre but. » La tortue s'enfonça lentement dans le pont jusqu'à disparaître. À sa place, une lueur verte persista un moment, puis s'estompa. En échange, dit Kael, le pont t'offre la capacité de voir les connexions entre les choses. Tu pourras percevoir les liens invisibles qui relient les personnes, les lieux, les événements. Cette vision te permettra de naviguer plus facilement entre les mondes et de comprendre comment tes actions dans un royaume affectent les autres. Nous nous remîmes en marche. Kael me montra des points de vue extraordinaires sur le pont. De certains endroits, on pouvait voir plusieurs royaumes à la fois, superposés comme des couches de réalité. De d'autres, on apercevait des voyageurs sur d'autres ponts lointains qui nous faisaient signe avant de disparaître dans la brume. « Combien y a-t-il de voyageurs ?» demandai-je. « Personne ne sait. Des centaines, peut-être des milliers. Mais peu font le voyage complet. La plupart se contentent de 2 ou 3 royaumes avant de retourner dans leur monde. Certains s'arrêtent dans un royaume et décident d'y rester. D'autres, il marqua une pause,
D'autres se perdent entre les mondes, dans les interstices. Les interstices? Les espaces entre les ponts, entre les royaumes. Des lieux de non-réalité où les règles n'existent pas. C'est dangereux d'y errer. On peut y perdre son identité, sa mémoire, sa substance. Nous arrivâmes à un carrefour où plusieurs ponts convergeaient. « C'est ici que nos chemins se séparent », annonça Kael. « Je dois aller vers la spirale des destins croisés. Toi, tu dois continuer vers la vallée des murmures. » Il me désigna un pont plus étroit qui semblait fait d'ombres solidifiées. Ce pont mène directement à la vallée, mais attention, sur ce pont, tu entendras des voix, des bribes de conversation provenant de tous les royaumes. Ne réponds pas, ne t'arrête pas, continue simplement à marcher. Pourquoi ? Parce que certaines de ces voix appartiennent à des êtres piégés dans les interstices. Ils cherchent à attirer les voyageurs pour prendre leur place. Si tu réponds, tu crées un lien, et un lien dans ces lieux est une corde qu'on peut tirer. Je le remerciai pour ses conseils. Te reverrai-je ? Probablement. Les chemins de la nuit finissent toujours par se recroiser. Bon voyage, Léo. Il s'éloigna sur un autre pont, sa lampe passant du bleu au jaune. Je regardai un moment sa silhouette diminuer, puis me tournai vers le pont d'ombre. Dès que je m'y engageai, les voix commencèrent. Je ne peux plus continuer. Aide-moi, s'il te plaît. Si seulement tu savais. Reviens, je t'en prie. Les voix étaient féminines, masculines, jeunes, vieilles, pleines d'émotions ou complètement plates. Certaines semblaient venir de très loin, d'autres chuchotaient directement à mon oreille. Je suivis le conseil de Kael. Je ne répondis pas, je ne ralentis pas, je gardai les yeux fixés sur l'extrémité du pont. Mais une voix en particulier attira mon attention. Elle me semblait familière. « Léo, c'est toi ?» C'était la voix de ma mère, morte depuis 10 ans. Je faillis m'arrêter, mais me souvins de l'avertissement. Ce n'était pas elle, ce ne pouvait pas être elle. « Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis si seul ici. » La voix était parfaite, avec la même intonation, la même respiration légèrement sifflante à cause de son asthme. Mon cœur se serra, mais je continuai à marcher. « Je t'en prie, mon garçon, juste un mot. Dis-moi que tu m'entends. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je fermai les poings si fort que mes ongles me blessèrent les paumes. La douleur physique m'aida à rester concentré. « Très bien, si c'est ainsi, je comprends. » La voix s'éloigna, pleine de tristesse. Puis d'autres voix prirent le relais, mais aucune ne me toucha autant. Finalement, j'atteignis l'extrémité du pont. Devant moi s'ouvrait une vallée profonde, aux parois couvertes de végétation étrange. L'air était chargé de murmures constants, comme si la vallée elle-même parlait. La vallée des murmures. Je m'engageai sur le sentier qui descendait dans la vallée, le cœur encore lourd de l'expérience sur le pont. J'ouvris mon carnet et écrivis d'une main tremblante. Les connexions peuvent être des chaînes. Les voix du passé, même fausses, ont le pouvoir de nous arrêter. J'ai appris aujourd'hui que, parfois, avancer signifie refuser de répondre à certains appels, même quand ils semblent venir de ceux que nous avons aimés. Chapitre 8. La vallée des murmures. La vallée des murmures était un lieu de son sans voix. Dès que je franchis la limite entre le pont d'ombre et le sentier descendant, les murmures m'enveloppèrent. Ce n'étaient pas des mots distincts, mais plutôt un bruissement constant, comme si l'air lui-même chuchotait des secrets trop lourds pour être portés en silence. Les parois de la vallée étaient couvertes d'une végétation étrange,
des arbres aux feuilles en forme de lèvres, des lianes qui s'entrelaçaient en motifs rappelant des alphabets inconnus, des fleurs qui s'ouvraient et se fermaient au rythme des murmures, exhalant des parfums changeants, tantôt doux comme une confidence, tantôt âcres comme un aveu douloureux. Plus je descendais, plus les murmures devenaient distincts. Je pouvais maintenant saisir des fragments. Je n'ai jamais dit. Si seulement j'avais pu. La vérité est que personne ne doit savoir. Ces fragments flottaient dans l'air comme des bulles de savon, certaines éclatant contre mon visage et déposant sur ma peau des sensations fugaces, une honte, un regret, un soulagement mêlé de culpabilité. Je suivais un chemin de pierres plates qui serpentait entre des rochers couverts de mousse. Sur certaines pierres, des mots étaient gravés, mais ils s'effaçaient et se reformaient continuellement, comme si la vallée elle-même ne pouvait décider quel secret méritait d'être préservé. Au bout d'un moment, j'arrivais à un endroit où les murmures convergeaient vers un point central, une clairière circulaire au centre de laquelle coulait une source d'eau noire et immobile. Assise au bord de la source, une femme écoutait l'eau, ou plutôt, elle écoutait ce que l'eau disait. Elle était vêtue d'une robe faite de fragments de parchemin et de lettres déchirées, collées ensemble de manière hétéroclite. Ses cheveux, gris et longs, étaient tissés de fils qui semblaient être des fils de voix, des filaments sonores à peine visibles qui vibraient doucement. Quand elle tourna la tête vers moi, je vis que ses oreilles étaient anormalement grandes, presque démesurées, et que ses yeux étaient sans pupilles, simplement 2 miroirs argentés. « Tu es le voyageur, dit-elle, et sa voix était elle-même un murmure, comme si elle parlait de très loin. Je suis Murmura, la gardienne des mots non prononcés. Qu'est-ce que cette vallée ? Demandai-je, ma propre voix semblant grossière et trop forte dans ce monde de chuchotements. Cette vallée recueille tout ce qui a été pensé mais jamais dit, les aveux retenus, les secrets gardés, les vérités dissimulées, les « je t'aime » jamais prononcés, les « je suis désolé » restés coincés dans la gorge. Elle plongea une main dans l'eau noire de la source et en retira une sorte de perle lumineuse qui vibrait doucement. Chaque silence important laisse une trace ici. Plus le silence est lourd, plus la trace est forte. Elle tendit la perle vers moi. En la touchant, j'entendis distinctement une voix masculine chuchoter « Je sais que c'est toi qui as volé l'argent. Je ne dirai rien parce que tu es mon frère, mais je ne t'oublierai pas. » La perle s'éteignit dans ma main. « Ces paroles non prononcées ont un poids, » continua Murmura. « Elles pèsent sur ceux qui les retiennent, et parfois ce poids devient insupportable. En venant ici, elles trouvent un exutoire. » Je regardais autour de la clairière. Des milliers de perles similaires brillaient faiblement dans l'herbe, accrochées aux branches, flottant à la surface de l'eau. Et ces secrets, sont-ils en sécurité ici ? Murmure sourit, un sourire triste. Aussi en sécurité que n'importe où. Personne ne vient ici pour les dérober. Personne ne vient ici du tout, sauf les voyageurs comme toi. Et les voyageurs ont leurs propres secrets à déposer. Je compris ce qui allait suivre. Pour traverser la vallée, je dois donner un de mes propres secrets, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Exactement, quelque chose qui pèse sur ton âme, qui occupe un espace dans ton esprit qui pourrait être mieux utilisé. En le déposant ici, tu t'en libères. Le choix fut rapide. Il y avait un secret que je portais depuis des années, quelque chose dont je n'avais jamais parlé à quiconque. Quand j'avais 16 ans, commençai-je, puis m'arrêtais, surpris de la difficulté à mettre des mots sur ce qui n'en avait jamais eu. Quand j'avais 16 ans, j'ai laissé un ami prendre la responsabilité de quelque chose que j'avais fait. C'était un petit délit. Nous avions cassé une vitre en jouant au football. Quand le propriétaire est arrivé, j'ai laissé mon ami endosser seul la faute.
Il a dû payer les réparations avec l'argent de son premier emploi. Je ne me suis jamais dénoncé, je ne lui ai jamais avoué, et nous avons perdu contact peu après. Les mots, une fois prononcés, semblaient insignifiants. Mais le poids qu'ils avaient eu dans ma vie pendant toutes ces années était réel. Chaque fois que je repensais à cet ami, à cette période, la honte revenait. Murmura hocha la tête. Les secrets n'ont pas besoin d'être monumentaux pour peser lourd. Parfois, ce sont les petits silences qui rongent le plus, parce qu'on se dit qu'on aurait pu les briser si facilement, mais qu'on ne l'a pas fait. Elle me conduisit à un arbre particulier au bord de la clairière. Son écorce était lisse et pâle, et sur ses branches pendaient des fruits en forme de lèvres scellées. L'arbre des confessions tacites. Place ton secret dans l'un de ces fruits, il le gardera pour toi. Je choisis un fruit qui pendait à hauteur de mon visage. Murmura me montra comment faire. Il fallait chuchoter le secret directement dans le fruit, puis le sceller d'un baiser. Je m'exécutais. Je m'approchais du fruit, sentant son parfum douce-amer, et chuchotais mon secret. Le fruit frémit, puis ses lèvres se scellèrent, devenant une ligne fine et sombre. Je l'embrassais comme on ferme une lettre. Le fruit tomba de la branche et roula jusqu'à la source, où il coula lentement, disparaissant dans les profondeurs noires. En échange, murmura, la vallée t'offre la capacité d'entendre ce qui n'est pas dit. Tu pourras percevoir les silences significatifs, les sous-textes, les non-dits dans les conversations. Cette capacité t'aidera à comprendre les vérités cachées derrière les mots prononcés. Nous quittâmes la clairière et commençâmes à traverser la vallée. Murmura me montra des phénomènes étranges. Il y avait des jardins de regrets où poussaient des fleurs faites de lettres jamais envoyées, des ruisseaux d'aveux où coulaient des larmes transformées en encre, des arbres à secrets dont les racines plongeaient dans des profondeurs où s'entassaient les confessions les plus lourdes. Certains secrets sont-ils dangereux ? Demandai-je, tandis que nous longions un ruisseau dont l'eau murmurait des noms en boucle. Tous les secrets ont un pouvoir, répondit Murmura. Le pouvoir de libérer ou d'emprisonner, le pouvoir de révéler ou de détruire. Ici, ils sont neutralisés, transformés en simple mémoire de la vallée. Nous arrivâmes à un endroit où la vallée se rétrécissait, formant un goulet. Ici, les murmures étaient si forts qu'ils formaient presque une cacophonie. Des voix se chevauchaient, se contredisaient, s'imploraient. C'est le défilé des aveux pressants, expliqua Murmura. Ici convergent tous les secrets qui demandent désespérément à être révélés, les mensonges qui étouffent leurs porteurs, les vérités qui brûlent de sortir. Nous traversâmes le défilé rapidement, Murmura me tenant par la main pour que je ne sois pas désorienté par le tumulte sonore. Les voix tentaient de m'attirer, de me confesser leurs secrets. J'ai triché à chaque examen. Je n'aime plus mon mari. Je suis responsable de la mort de mon frère. Je voudrais disparaître. Je fermai les yeux et me laissai guider. Quand nous émergeâmes de l'autre côté, le silence relatif fut un soulagement. « Comment quittons la vallée ?» demandai-je. « Tu dois trouver l'écho de ton propre secret, » répondit Murmura. « Écoute les murmures jusqu'à ce que tu reconnaisses ta voix. Là où ton secret résonnera, une porte s'ouvrira. » Je m'assis sur un rocher et fermai les yeux, tendant l'oreille. Les murmures étaient constants, mais je cherchais une tonalité particulière, un rythme familier. Grâce à la nouvelle capacité que la vallée m'avait offerte, je pouvais distinguer les couleurs des murmures. Certains étaient teintés de honte, marron foncé, d'autres de peur, gris, d'autres de regret, bleu nuit. Finalement, j'entendis une voix que je reconnus. Elle disait mon secret, mais avec une distance, comme si elle le racontait à la troisième personne. Je suivis la voix jusqu'à un petit bassin isolé, à l'ombre d'un saule pleurant dont les branches touchaient l'eau.
Dans l'eau du bassin, je vis une réflexion, mais pas la mienne. C'était moi à 16 ans, le visage tourmenté par la culpabilité. Le reflet me regarda, puis hocha la tête lentement. « Je te pardonne », murmurai-je à mon reflet adolescent. Le reflet sourit faiblement, puis se dissipa comme de l'encre dans l'eau. À sa place, une ouverture apparut au fond du bassin, un tunnel qui semblait mener vers une lumière diffuse. « Voici ta sortie », dit Murmura, qui était apparu silencieusement derrière moi. « Le tunnel mène à la bibliothèque de Brume. Mais attention, dans la bibliothèque, les mots ont un pouvoir différent. Ils ne sont plus enfermés, mais libérés. Et les idées libérées peuvent être dangereuses. » Je la remerciai. « Votre vallée, elle est nécessaire, n'est-ce pas? Parfois, certains secrets doivent rester secrets. »« Parfois, » admit Murmura. « Mais parfois aussi, ils doivent être partagés. La sagesse est de savoir faire la différence. Porte cette sagesse avec toi. » Je plongeai dans le bassin. L'eau était froide, mais pas désagréable. Le tunnel, au fond, était plus grand qu'il n'y paraissait, et je pus nager facilement vers la lumière. Après quelques mètres, je sentis l'eau devenir moins dense, plus vaporeuse. Puis je jaillis dans ce qui semblait être un brouillard épais, mais sec. La bibliothèque de Brume. Je me retrouvais debout dans un couloir infini, bordé d'étagères qui disparaissaient dans la brume au-dessus et sur les côtés. Les étagères étaient remplies non pas de livres, mais de volumes de brume condensée, qui changeaient de forme, émettant une faible lueur intérieure. L'air était chargé d'un parfum d'ozone et de vieux papier. Je sortis mon carnet, heureux de constater qu'il était sec malgré ma traversée aquatique, et j'écrivis « Les mots non prononcés ont une vie propre. Ils grandissent dans l'ombre de notre silence, prenant des formes que nous n'avions pas prévues. J'ai appris aujourd'hui qu'il existe une sagesse à savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire, mais que cette sagesse vient avec un prix, la responsabilité de porter nos silences aussi bien que nos paroles. » Note en marge, la vallée des murmures m'a montré que chaque relation, chaque interaction est tissée à la fois de ce qui est dit et de ce qui ne l'est pas. Le non-dit peut parfois créer des connexions plus profondes que les mots, mais il peut aussi creuser des abîmes. L'art de la communication est peut-être l'art de naviguer entre ces deux extrêmes. Chapitre 9. La bibliothèque de Brume. L'air, bien que rempli d'une brume épaisse, était parfaitement sec. La lumière, diffuse et sans source identifiable, permettait de voir clairement mais sans ombre. Et le silence profond et absolu était pourtant chargé d'une présence palpable, comme si les idées elles-mêmes émettaient une vibration imperceptible à l'oreille mais sensible à l'âme. Les étagères s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions. Elles n'étaient pas faites de bois, mais semblaient être des structures de brume solidifiées, changeant légèrement de forme quand on les regardait de côté. Sur ces étagères reposaient les volumes, des formes de brume condensée qui prenaient l'apparence de livres, de rouleaux, de tablettes, voire d'objets abstraits qui défiaient la description. Je m'approchai d'une étagère et tendis la main vers un volume. Avant que je ne le touche, il s'ouvrit de lui-même, et des mots commencèrent à flotter dans l'air autour de moi. L'amour n'est pas une émotion, mais un choix. Le temps est une illusion créée par la conscience. Chaque être contient l'univers entier. Les mots n'étaient pas entendus, mais directement compris, comme s'ils naissaient dans mon propre esprit. Ils brillaient brièvement d'une lumière dorée avant de se dissoudre dans la brume. Ne touche pas les volumes sans savoir ce qu'ils contiennent. La voix était calme, mesurée, avec une qualité professorale. Je me retournai et vis un homme debout dans la brume. Il était vêtu d'une robe simple de la même couleur que la brume, et ses yeux étaient cachés derrière des lunettes aux verres opaques. Dans ses mains,
Il tenait un volume ouvert dont les pages semblaient être de lumière condensée. « Je sens sur toi le parfum des secrets récemment déposés. Et aussi, il ajusta ses lunettes, tu cherches encore à comprendre. Les visiteurs qui viennent de la vallée ont toujours cette expression. » Livius ferma son volume, qui disparut dans la brume. La bibliothèque de Brume est différente des autres royaumes que tu as traversés. Ici, nous ne collectons pas les fragments d'expériences personnelles, mais les idées pures, les concepts, les philosophies, les théories, les visions du monde. Tout ce qui a été pensé avec assez de clarté pour exister indépendamment de celui qui l'a pensé. Il fit un geste large englobant les étagères infinies. Chaque volume ici représente une idée qui a atteint sa maturité. Certaines sont anciennes, d'autres récentes. Certaines sont vraies, d'autres fausses. Certaines sont belles, d'autres terrifiantes. Mais toutes ont le droit d'exister ici. « Et le prix pour traverser la bibliothèque ?» demandai-je, connaissant maintenant le fonctionnement de ces royaumes. Livius sourit, un sourire légèrement triste. « Le prix est l'une de tes certitudes, une croyance que tu tiens pour absolument vraie, une conviction inébranlable. Ici, dans la bibliothèque, tu dois la remettre en question, la déposer pour examen. » La demande était plus difficile que les précédentes. Les souvenirs, les rêves, les espoirs, les secrets, tout cela était personnel, émotionnel. Mais une certitude, c'était une partie de ma structure mentale, un pilier de ma compréhension du monde. Que se passe-t-il si je dépose une certitude? Elle sera examinée par la bibliothèque. Peut-être sera-t-elle confirmée, peut-être sera-t-elle modifiée, peut-être sera-t-elle rejetée. Dans tous les cas, tu en ressortiras avec une compréhension plus nuancée. Mais attention, certaines certitudes sont nécessaires pour fonctionner. En déposer une trop fondamentale peut être déstabilisant. Je réfléchis longtemps, marchant entre les étagères, tandis que Livius me suivait silencieusement. Finalement, je choisis. Je dépose la certitude que je contrôle ma propre vie, dis-je. J'ai toujours cru que mes choix déterminaient mon destin, que si je travaillais assez dur, si j'étais assez intelligent, assez persévérant, je pourrais façonner ma vie selon mes désirs. Livius hocha la tête. Une certitude commune dans ton monde, le mythe de l'individu autonome, maître de son destin. Intéressant. Il me conduisit à une salle circulaire au centre de laquelle se trouvait une table de brume solide. Assieds-toi. Maintenant, formule ta certitude avec précision. Énonce-la comme un théorème, avec ses prémices et ses conclusions. Je m'assis. Théorème. L'individu est le principal architecte de sa vie. Prémisse. 1. Les choix sont libres. 2. Les actions ont des conséquences prévisibles. 3. La persévérance mène au succès. Conclusion. En faisant les bons choix et en travaillant dur, on peut réaliser ses objectifs. Livius prit des notes dans l'air, ses doigts traçant des symboles lumineux qui flottaient un instant avant de s'évanouir. Maintenant, dépose-la. Il me tendit une sphère de brume qui flottait au-dessus de la table. Je plaçai mes mains autour d'elle et concentrai mes pensées sur ma certitude. La sphère se remplit d'une lumière argentée, puis se stabilisa. « Maintenant, observe, » dit Livius. La sphère commença à montrer des scènes. D'abord, des moments de ma vie où mes choix avaient effectivement fait une différence. Le jour où j'avais décidé de poursuivre mes études, le moment où j'avais quitté un travail toxique, l'instant où j'avais choisi de pardonner à un ami. Puis d'autres scènes apparurent. La maladie de ma mère, survenue sans prévenir, la crise économique qui avait anéanti mes économies, la rencontre fortuite avec la personne qui allait devenir mon mentor, les circonstances indépendantes de ma volonté qui avaient façonné ma vie autant que mes choix.
Enfin, la sphère montra des scènes plus larges. L'histoire de l'humanité, où les grands événements, guerres, découvertes, révolutions, semblaient souvent surgir de convergences improbables plutôt que de plans délibérés. Des individus poussés par des forces qu'ils ne comprenaient pas, faisant des choix dans des contextes qu'ils ne maîtrisaient pas. La sphère s'éteignit. « Ta certitude n'est pas fausse, » commenta Livius, « mais elle est incomplète. L'individu est un co-architecte de sa vie, pas l'architecte unique. Il travaille avec des matériaux qu'il n'a pas choisis, sur un terrain qu'il n'a pas dessiné, sous un ciel qu'il ne contrôle pas. » Je ressentis un vertige. Ma vision du monde vacillait. Alors, nous ne contrôlons rien? Au contraire, vous contrôlez beaucoup, mais pas tout. Et savoir ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas, voilà la véritable sagesse. Livius reprit la sphère. En échange de ta certitude incomplète, la bibliothèque t'offre la capacité de percevoir les structures sous-jacentes. Tu verras non seulement les choses telles qu'elles sont, mais les systèmes qui les relient, les contextes qui les influencent, les forces invisibles qui les animent. Nous quittâmes la salle circulaire. Livius me montra différentes sections de la bibliothèque. La section des évidences, où les idées les plus universellement acceptées brillaient d'une lumière stable. La section des hérésies, où les idées rejetées palpitaient d'une énergie rebelle. La section des paradoxes, où des volumes impossibles défiaient la logique tout en restant cohérents. « Comment les idées viennent-elles ici ?» demandai-je. Quand une pensée est pensée avec assez de clarté et de conviction, elle acquiert une existence indépendante. Elle vient ici se joindre à ses semblables, s'enrichir des autres idées, évoluer. Parfois, elle retourne dans l'esprit de quelqu'un, transformé. C'est ainsi que le savoir progresse. Nous arrivâmes à une section où les volumes étaient particulièrement lumineux. Ici se trouvent les idées qui sont sur le point de naître dans ton monde, les intuitions qui germent dans plusieurs esprits à la fois, les révélations qui attendent d'être formulées. Je m'arrêtai devant un volume qui semblait m'appeler. Sans y toucher, il s'ouvrit et une idée inonda mon esprit. Les royaumes nocturnes ne sont pas des lieux séparés, mais des aspects d'une même réalité. Le voyageur ne se déplace pas dans l'espace, mais dans les couches de sa propre conscience. L'idée était à la fois évidente et révolutionnaire. Je regardais Livius. Est-ce vrai? Toutes les idées ici sont vraies d'une certaine manière. Celle-ci est particulièrement utile pour un voyageur comme toi. Comment quitter la bibliothèque? Demandai-je. Tu dois trouver l'idée qui te permettra de continuer ton voyage. Cherche le volume qui répond à la question que tu ne t'es pas encore posée. Je parcourus les allées, laissant mon intuition me guider. Grâce à la nouvelle capacité que la bibliothèque m'avait offerte, je pouvais voir les connexions entre les volumes, les écoles de pensée, les évolutions conceptuelles. Je voyais comment certaines idées en engendraient d'autres, comment des théories opposées pouvaient paradoxalement être complémentaires. Finalement, je trouvai un volume modeste, sans éclat particulier. Quand je m'en approchai, il s'ouvrit et une simple phrase brilla dans mon esprit. Pour trouver ce qui est perdu, il faut accepter de se perdre soi-même. La phrase résonna en moi. Je compris qu'elle était la clé pour le prochain royaume. À l'endroit où le volume se trouvait, la brume se dissipa, révélant une porte ancienne en bois sculpté. « Cette porte mène au labyrinthe des choses perdues, » dit Livius, qui était apparu à mes côtés. « Mais attention, dans le labyrinthe, on ne trouve pas seulement ce qu'on a perdu, mais aussi ce qu'on ne savait pas avoir perdu. Et parfois, on perd ce qu'on croyait avoir trouvé. » Je le remerciai. « Votre bibliothèque, elle est immense. Y a-t-il une fin au savoir? La fin du savoir serait la fin de la pensée. Et la pensée ne finit jamais. Elle se transforme, évolue, mais ne s'arrête pas. Bon voyage, Léo. Et souviens-toi,
Les certitudes sont des prisons commodes. Les questions sont des portes vers l'inconnu. Je poussai la porte de bois. Elle s'ouvrit sur un couloir de haies sombres et denses qui s'étendait à perte de vue. L'air était chargé du parfum de la terre humide et de quelque chose d'autre, une nostalgie douce amère. Le labyrinthe des choses perdues. Je franchis le seuil et la porte se referma silencieusement derrière moi. Je me retrouvai dans une allée étroite entre des haies si hautes que je ne pouvais en voir le sommet. Le ciel au-dessus était d'un gris uniforme, sans soleil ni étoile. Je sortis mon carnet et écrivis. Nos certitudes sont des cartes que nous dessinons pour naviguer dans le monde. Mais parfois, nous confondons la carte avec le territoire. J'ai appris aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de redessiner la carte quand elle ne correspond plus au paysage, et que parfois, il faut accepter de se perdre pour découvrir des territoires nouveaux. Chapitre 10. Le labyrinthe des choses perdues. Le labyrinthe des choses perdues était un lieu de souvenirs matériels. Les haies, hautes de plusieurs mètres, étaient faites non de végétation ordinaire, mais d'objets entrelacés, des clés rouillées, des montres arrêtées, des lettres jaunies, des jouets cassés, des photographies déchirées. Chaque objet semblait avoir été perdu par quelqu'un, quelque part, et avoir trouvé son chemin jusqu'ici. L'air était chargé d'une mélancolie tangible, comme si chaque objet émettait un faible écho du regret de celui qui l'avait perdu. En tendant l'oreille, je pouvais presque entendre les murmures. Où l'ai-je laissé? Si seulement je pouvais le retrouver. C'était le dernier cadeau de... Je m'engageais dans le labyrinthe, suivant d'abord un chemin au hasard. Les allées se croisaient et se séparaient sans logique apparente. Parfois, un couloir se terminait en cul-de-sac devant un mur d'objets particulièrement dense. D'autres fois, il s'ouvrait sur de petites clairières où s'entassaient des catégories spécifiques de choses perdues. Une clairière de lunettes, une de gants solitaires, une de clés de toutes sortes. Après ce qui me sembla des heures d'errance, je commençai à remarquer quelque chose d'étrange. Certains objets me semblaient familiers. Une casquette de baseball trouée que j'avais portée enfant, un stylo plume que j'avais reçu pour mon diplôme et que j'avais égaré des années plus tôt, une médaille de natation que je croyais avoir perdue à la piscine municipale. « C'est normal », dit une voix douce derrière moi. Je me retournai. Un enfant d'une dizaine d'années était assis sur un tas de livres, balançant les jambes. Il était vêtu d'un short trop grand et d'un t-shirt rayé, et ses cheveux blonds tombaient en mèches désordonnées sur ses yeux. Mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant. Ils étaient anciens, profonds, pleins d'une sagesse qui contrastait violemment avec son apparence juvénile. « Je m'appelle Perditus, dit-il, mais tout le monde m'appelle Perdi. Je suis le gardien du labyrinthe. »« Tu es un enfant, remarquai-je, incapable de cacher ma surprise. Perdi sourit, et son sourire aussi était trop vieux pour son visage. L'apparence est une chose relative dans les royaumes nocturnes. J'ai choisi cette forme parce qu'elle correspond à la nature de ce lieu. Les enfants perdent plus de choses que les adultes, mais ils s'en soucient aussi moins. Il y a une leçon là-dedans. Il sauta du tas de livres et s'approcha. Ce labyrinthe contient tout ce qui a été perdu matériellement, mais pas oublié émotionnellement. Les objets qui manquent, dont on regrette la disparition, dont on se souvient avec nostalgie ou tristesse. Il ramassa une poupée aux yeux décollés. Cette poupée appartenait à une petite fille qui a grandi, mais qui, adulte, se souvient encore du jour où elle l'a perdue lors d'un déménagement. Elle a 50 ans maintenant, mais parfois elle y pense encore. Et ces objets, ils attendent d'être retrouvés ? Certains oui, d'autres non. Certains propriétaires sont morts, d'autres ont oublié. Mais l'objet, lui, garde la mémoire de celui à qui il appartenait. Perdi reposa la poupée avec précaution. Pour traverser le labyrinthe, tu dois déposer quelque chose que tu as perdu et que tu regrettes. La demande était différente des précédentes.
Cette fois, il ne s'agissait pas d'un souvenir, d'un espoir ou d'une certitude, mais d'un objet. Un objet que j'avais physiquement perdu et dont je regrettais la disparition. Je réfléchis. Il y avait bien un objet. Quand j'étais étudiant, j'avais un carnet de croquis. Pas celui-ci, dis-je en tapotant le carnet dans ma poche, un autre. J'y dessinais mes rêves, littéralement, les images qui me venaient pendant mon sommeil. Un jour, je l'ai perdu dans le métro, je n'ai jamais pu le retrouver. J'ai toujours regretté cette perte. Perdit hocha la tête. Les carnets sont des objets spéciaux. Ils contiennent des fragments d'âme. Celui-ci doit avoir une place ici. Il me conduisit à une partie du labyrinthe où les murs étaient faits de livres et de carnets entrelacés. Au centre d'une petite clairière, il y avait un pupitre en bois ancien. Décris le carnet avec le plus de détails possible. Donne-lui une existence ici, même si l'original est perdu. Je fermai les yeux et me concentrai. Il était couvert de cuir noir, usé au coin. Il avait une lanière de fermeture en cuir avec un bouton en laiton. Sur la première page, j'avais écrit « Les rêves sont des fenêtres lavées par la pluie nocturne ». Les pages étaient épaisses, adaptées à l'aquarelle. J'y avais dessiné un arbre dont les fruits étaient des horloges, une ville flottant sur des nuages, un océan de lumière. À mesure que je parlais, une forme commença à se matérialiser sur le pupitre, d'abord floue, comme un dessin à moitié effacé, puis de plus en plus net. Bientôt, le carnet perdu était là, identique à celui que je me rappelais. « Touchez-le une dernière fois », murmura Perdit. Je posai ma main sur la couverture, une onde de nostalgie me traversa, mêlée d'une étrange paix. Puis le carnet s'incorpora au pupitre, devenant partie intégrante du meuble. En échange, dit Perdit, le labyrinthe t'offre la capacité de retrouver ce qui est perdu. Pas seulement les objets, mais les moments, les opportunités, les chemins que tu as manqués. Cette capacité ne te permettra pas de changer le passé, mais de comprendre ce qui a été perdu et pourquoi. Nous nous remîmes en marche à travers le labyrinthe. Perdit me montra des sections étonnantes. Il y avait l'allée des promesses matérialisées, où s'entassaient les anneaux de fiançailles perdus et les contrats déchirés. La cour des souvenirs enfouis, où des jouets et des doudous formaient des montagnes colorées. Le passage des trésors méconnus, où des objets apparemment sans valeur brillaient d'une lumière intérieure intense parce que leur propriétaire les chérissait. « Certains objets ont-ils plus de valeur que d'autres ?» demandai-je. « La valeur est toujours subjective », répondit Perdit en sautant par-dessus une pile de parapluies inversés. « Une pierre ordinaire peut valoir plus qu'un diamant si elle a été offerte par quelqu'un qu'on aimait. Ici, nous ne jugeons pas la valeur monétaire, mais la valeur sentimentale. » Nous arrivâmes à un carrefour où 5 allées convergeaient. Au centre, une fontaine de pierre représentait une femme penchée versant non pas de l'eau, mais une fine poussière dorée qui s'accumulait dans son bassin. « La fontaine des regrets dorés », expliqua Perdit. « La poussière, ce sont les traces de tous les objets perdus qui ont finalement été acceptés comme perdus. Quand un propriétaire cesse de chercher, cesse de regretter, une partie de l'objet se transforme en cette poussière. Je plongeai ma main dans la poussière. Elle était étonnamment chaude et douce au toucher. Et qu'advient-il de cette poussière? Elle sert à créer de nouveaux objets dans d'autres mondes. Rien ne se perd vraiment, tout se transforme. Perdit sourit, même la perte a sa place dans le cycle des choses. Nous continuâmes notre chemin. Grâce à la nouvelle capacité que le labyrinthe m'avait offerte, je pouvais maintenant sentir des traces dans les allées, des empreintes émotionnelles laissées par ceux qui avaient perdu les objets. Je voyais des silhouettes fantomatiques cherchant frénétiquement, d'autres regardant avec nostalgie, d'autres encore tournant le dos, ayant fait leur deuil. « Comment sortir du labyrinthe ?» demandai-je après avoir suivi plusieurs allées qui semblaient mener en cercle. « Tu dois trouver l'objet que tu as déposé »,
répondit Perdit. Mais attention, il ne sera plus exactement le même. Il aura changé, comme tout change avec le temps. Quand tu le reconnaîtras malgré ces changements, une sortie apparaîtra. Je me mis à chercher, guidé par une sensation de familiarité. Grâce à ma nouvelle perception, je pouvais suivre une piste émotionnelle qui partait du pupitre où j'avais déposé mon carnet. Cette piste serpentait à travers plusieurs allées, devenant tantôt forte, tantôt presque imperceptible. Finalement, je trouvai mon carnet. Il n'était plus sur un pupitre, mais incorporé dans un mur de livres, comme un élément architectural. Il avait changé. La couverture n'était plus noire, mais d'un bleu nuit profond, et des motifs argentés y avaient été ajoutés, représentant certains des dessins que j'y avais faits autrefois. Je m'approchai et posai ma main sur la couverture. « Tu n'es plus à moi, mais tu existes toujours », murmurai-je. « C'est suffisant. » Le mur de livres s'ouvrit alors, révélant une porte en bois sculpté de motifs complexes. La porte s'ouvrit d'elle-même, montrant un couloir de pierre humide qui semblait mener sous terre. « Voici ta sortie, » dit Perdit. « Elle mène au temple du silence, mais attention, dans le temple on ne trouve pas le silence de l'absence de son, mais le silence de la plénitude. C'est un lieu dangereux pour ceux qui ont peur de s'entendre penser. » Je me tournai vers Perdit. « Merci. Votre labyrinthe, il m'a appris que perdre fait partie de posséder. » Perdit hocha la tête, son visage d'enfant illuminé par un sourire sage. « Exactement. La possession n'est pas éternelle, l'attachement non plus. Apprendre à perdre, c'est apprendre à vivre. Bon voyage, Léo. » Je franchis la porte de bois. Elle se referma derrière moi avec un léger clic. Le couloir de pierre descendait en pente douce, les murs suant d'une humidité froide. L'air se rafraîchit brusquement et le seul son était celui de mes pas résonnant sur les pierres. Après quelques minutes de descente, le couloir déboucha dans une vaste caverne dont le plafond disparaissait dans l'obscurité. Au centre de la caverne se dressait un temple en pierre grise, simple et imposant, sans ornement ni sculpture. Une paix profonde, presque palpable, émanait de l'édifice. Le temple du silence. Je m'approchai de l'entrée du temple, une simple arche de pierre sans porte. Avant d'entrer, je sortis mon carnet et écrivis « Perdre, c'est reconnaître que rien n'est permanent, que les objets, les relations, les certitudes, tout passe. Le labyrinthe m'a enseigné que la valeur ne réside pas dans la possession éternelle, mais dans la signification que nous donnons à ce que nous possédons, même temporairement. Et parfois, perdre quelque chose, c'est lui donner la liberté d'exister autrement. » Je pris une profonde inspiration et franchis l'arche du temple. L'intérieur était plus vaste que ne le laissait supposer l'extérieur. Une unique salle s'étendait devant moi, sans colonnes, sans mobilier, sans aucun ornement. Seulement de la pierre grise, lisse, et une lumière douce qui semblait émaner des murs eux-mêmes, et un silence si profond qu'il en devenait une présence. Je compris alors ce que Perdit avait voulu dire. Ce n'était pas le silence d'un lieu vide, mais le silence d'un lieu plein à craquer. Le silence n'était pas une absence, mais une substance. Je m'avançai au centre de la salle et m'assis sur le sol froid. Je fermai les yeux et attendis. Le silence m'enveloppa, et pour la première fois depuis le début de mon voyage, je n'entendis plus le bruit de mes propres pensées. Vous l'avez senti ? Au centre du labyrinthe, il n'y a pas de monstre. Seulement la reconnaissance. La paix de savoir où sont les choses que l'on a laissées derrière soi. Ces jardins nous ont offert un refuge. Ils nous ont appris que la nuit peut être douce, accueillante. Mais une curiosité doit maintenant vous tenailler, comme elle me tenaille. Qui a planté ces jardins ? Qui entretient ces mécanismes délicats ?
La prochaine étape de notre voyage sera une enquête. Nous allons quitter la surface des rêves pour en explorer les rouages cachés, les sources anciennes. Nous plongerons dans les mécaniques de l'âme. Prenez le temps de vous imprégner de la sérénité de ce jardin. Gardez-en un pétale lumineux dans votre poche. Il vous éclairera dans les profondeurs à venir. Dormez bien, chers voyageurs. La suite de la carte vous attend.